Bonsoir à tous, bienvenue. J'ai le plaisir cette semaine de recevoir un chef multi-étoilé, une pointure de la gastronomie mondiale qui a su faire de la cuisine plus qu'un simple plaisir, un moteur d'intégration pour ce que la vie de notre société a laissé de côté sur le chemin. Thierry Marx est notre invité ce soir. Bonsoir Thierry Marx. Bonsoir. C'est vrai que chez vous, la cuisine, c'est plus qu'un art. Ça a toujours été une façon aussi... moteur d'intégration, c'est un lien social pour vous la cuisine, et pas uniquement dans le domaine du plaisir, c'est vraiment intégrer ce qui... Oui, c'est très juste. Je trouve que dans la cuisine, toutes les cuisines d'ailleurs, il y a ce rapport à l'autre. On cuisine pas pour soi, on se nourrit quand on mange tout seul, mais quand on mange avec les autres, on devient un mangeur, et un mangeur qui partage. Donc effectivement, la cuisine est un moteur extrêmement fort pour, le plaisir, le bien-être, mais aussi de se rapprocher de l'autre, voire de le comprendre, voire de l'aider aussi. On est forcément généreux quand on est, chef ? Non, les chefs sont généreux. Oui, ce sont des gens tous les chefs qui réussissent sont des gens qui ont envie de partager quelque chose, une cuisine, un état d'esprit, une culture autour de cette cuisine, presque une philosophie autour de cette cuisine. Moi, j'ai souvenir de grands noms. On vient de perdre Pierre Troisgros, mais de gens comme Alain Chapelle. Je croise encore la route de Jacques Maximin de temps en temps. C'est des gens qui avaient une véritable signature de cuisine, avec un véritable apprentissage et une véritable connaissance du produit. Donc ils inscrivaient une cuisine durable. Aujourd'hui, on est sur autre chose. On est sur une cuisine où on va plus consommer des chefs finalement que de la cuisine, et je ne dis pas ça par comparaison est poison, mais juste parce que c'est notre société aujourd'hui, elle est basée sur l'image, donc sur le petit univers qu'a créé une personne en un temps très court, donc ça fait beaucoup de Mozart assassinés. Ça fait beaucoup de chefs qui ont connu la gloire, une sorte de gloire éphémère. Je vous écoute, vous êtes un chef qui dure parce que ça fait quand même maintenant un certain nombre d'années que vous êtes au sommet, Thierry Marx. Juste, je rappelle quand même que depuis 2010, vous êtes le chef étoilé des restaurants du Mandarin Oriental à Paris. Il y a 2 restaurants dans ce palace. Il y a le Sur-Mesure et le Camélia. Vous avez également un établissement au Japon qui vient de rouvrir. Oui, bien sûr. On vient de rouvrir les boutiques et l'établissement au Japon. Ça, c'est une vraie bonne nouvelle parce qu'il y a eu le phénomène de la Covid aussi et du confinement qui n'a pas duré très longtemps au Japon, et puis des établissements qui sont basés aussi à Hong Kong maintenant, donc on a plusieurs établissements dans le monde. Oui. Vous renaissez. On a pensé à tous ces restaurants qui ont dû fermer, aussi bien à Paris, en France que dans le monde. Oui, on renaît en se posant des questions. C'est-à-dire que personnellement, pendant ce confinement, je me suis dit, le train de l'économie est arrêté en rase campagne, il va repartir, mais pour aller où ? Est-ce qu'on va continuer avec ces modes de consommation ? Est-ce qu'on va continuer avec cette approche gastronomique et des fois basée sur une consommation excessive ? Je pense que la Covid nous fait prendre en compte un certain nombre de choses qui étaient déjà prises en compte avant le confinement, mais qui, après le confinement, se sont accélérées. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la genèse de votre vocation, parce que beaucoup vous connaissent, mais certains ne vous connaissent pas. Vous êtes un enfant de la banlieue parisienne, enfin en tout cas des quartiers populaires, Belleville, puis après la banlieue. Vous n'étiez pas un bon élève. On a voulu vous imposer un cursus scolaire qui n'était pas votre choix. Vous avez finalement décroché un CAP de pâtissier grâce, en 78 si je ne m'abuse, notamment grâce aux compagnons du Tour de France. J'aimerais que vous me parliez un petit peu d'eux, de ce qu'ils vous ont apporté. Ils m'ont tout apporté, et ils m'apportent encore beaucoup. Effectivement, mauvais élève, je comprenais l'école primaire parce que c'était pratique d'apprendre à lire, à écrire, de savoir compter sa monnaie quand on allait acheter du pain, mais j'ai pas compris le collège, j'ai pas compris le quartier, j'ai rien compris. C'est trop déraciné. Trop déraciné, trop de choses, trop d'informations, trop de choses qui ne me convenaient pas. Et du coup, il y a eu un moment de latence, là, heureusement qu'il y avait le sport, qui est un cadre éducationnel extrêmement intéressant. Mais il y a eu effectivement les Compagnons d'Édouard Unis et les Compagnons d'Édouard qui m'ont permis de faire pour apprendre. Et la grande magie de ces compagnons, finalement, c'est d'être en capacité de vous mettre face à vous-même,
Donc si vous ne voulez pas remonter trop de sacs de farine dans le laboratoire de pâtisserie, faut apprendre à diviser les recettes. Donc c'est pas comment on apprend, c'est pourquoi on apprend. Et dans ce pourquoi on apprend, j'ai trouvé toute ma vocation, et puis surtout j'ai découvert la France, parce que j'ai découvert des hommes, j'ai découvert des savoir-faire, j'ai découvert ce pays avec ses racines, ses forces, ses fragilités, mais je crois qu'ils m'ont effectivement tout appris. Il vous a appris la rigueur, il vous a appris le travail, parce que le métier que vous exercez est un métier extrêmement rigoureux. Je vais vous dire, ce qu'ils m'ont appris le plus, c'est d'accepter la critique. Oui, la rigueur, oui, l'excellence, oui, bien sûr, ça c'est inné chez les compagnons des devoirs et les compagnons des devoirs unis. Mais ce qu'il faut retenir, c'est cette capacité d'apprendre à quelqu'un d'accepter la critique, quand c'est une critique bienveillante. Et à chaque fois, nos anciens nous expliquaient et nous demandaient pourquoi on avait choisi tel ou tel parti pris pour faire une rose en sucre, un gâteau de cette façon ou un décor de cette façon. Moi, je me souviens très très bien d'une de mes critiques et où j'avais fait un magnifique décor sur un gâteau. Et l'ancien qui critiquait mon travail prend le décor, l'enlève et dit « Bon, ça c'est un très joli décor, mais nous on n'est pas décorateur d'intérieur, on est pâtissier. Et ton gâteau, là, il n'est pas droit. C'est quoi le problème ?» Et là, il a fallu que j'accepte cette critique et de me remettre en question et de me recentrer sur l'essentiel d'abord de mon métier, qui était d'en apprendre les bases. Vous voyez, c'est cette capacité à accepter la critique qu'ils m'ont fait avec beaucoup de bienveillance, qu'ils font avec beaucoup de bienveillance pour nous faire grandir dans l'excellence. Et c'est ça qui, aujourd'hui, me motive encore dans la transmission. La transmission chez ses compagnons, c'est pas de mettre quelqu'un en conformité, c'est de donner à quelqu'un cette capacité à devenir un homme libre. Libre dans la passion du métier. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Vous avez fondé des écoles de cuisine et de pâtisserie. Ces écoles s'adressent à qui et quel est l'esprit de ces écoles? Ces écoles s'adressent à des publics qui sont éloignés de l'emploi, très éloignés de l'emploi en précarité, ou des personnes qui ont rencontré des difficultés d'être sous main de justice ou d'avoir des parcours de vie accidentés. Vous avez beaucoup travaillé avec des détenus. Oui, vous avez donné des cours de cuisine là-bas, vous les avez... Toujours, on a une intervention en milieu pénitentiaire et je crois que dans la vie, il faut un projet. La flamme de la vie, c'est le projet. Et si le projet est positif et bienveillant, eh bien, vous allez vous épanouir. Et quand vous êtes privé de liberté, quand vous êtes en capacité de vous recentrer sur vous-même, il faut définir un projet pour la sortie. Et ça, c'est une force que nous avons chez Cuisine Mode d'Emploi ou Boulangerie Mode d'Emploi, c'est de proposer un projet métier. Ce qui fait que, vous savez, l'intégration ou la réintégration d'une personne qui a été détenue, elle sera réussie, on réussira son inclusion en fonction de qui l'attend à la sortie. Si c'est un projet métier qui l'attend à la sortie avec un autre accompagnement, avec une autre montée en compétences en milieu professionnel, eh bien on a beaucoup de chances de réussir cette intégration. Sinon, on a beaucoup de chances d'aller à l'échec. Je me souviens d'un monsieur avec qui je travaillais au Danemark, et en Norvège, qui me disait notre vocation c'est de faire les meilleurs voisins possibles, et les meilleurs voisins possibles c'est des gens qui ont des projets. Et c'est ça qui m'interpelle, moi, encore dans le milieu de la pénitentiaire, quand on peut proposer à quelqu'un un après la détention, parce qu'on n'est pas dans une dictature, il y aura un après détention. C'est le principe de la détention, c'est qu'une fois on a purgé sa peine, normalement, exactement. On est libre de recommencer. Donc on a tout intérêt à travailler en amont sur un projet métier, et puis d'accompagner cette personne dans un projet métier. Et au-delà des personnes qui sont incarcérées, on peut dire aussi que tous les jeunes qui sortent de l'école sans avoir trouvé leur voie, c'est aussi par manque de projet. Ce qui guide en fait l'être humain, c'est ce projet. C'est exactement le projet à la journée, à la semaine, au mois, à l'année, à 2 années, peu importe. La vie, si on l'observe modestement, c'est entre l'ordre et le désordre. Trop dans l'ordre, vous allez assez rapidement vous scléroser. Trop dans le désordre, c'est l'anarchie et c'est une spirale inversée. Donc pour marcher droit sur une ligne définie, il faut regarder devant soi. Il ne faut pas regarder les pieds qui sont juste la pointe de vos chaussures, c'est de regarder devant soi. Et c'est ça l'idée du projet. Et à chaque fois que je vais l'expliquer à des plus jeunes qui sont des fois en difficulté, ou des plus âgés aussi qui sont des fois en difficulté, c'est de dire, tu sais, attention, la vie c'est entre l'ordre et le désordre.
Tu l'as déjà constaté. On est tous d'accord avec ça. Maintenant, si tu veux rester sur une ligne droite, il faut regarder devant toi. Et la ligne d'horizon, elle se fait sur un projet. Quand je parle avec des personnes, souvent ils me disent « Ah, j'aimerais bien avoir mon CAP de quelque chose. » Et ils regardent leurs pieds ou ils regardent en l'air. Je leur dis « Mais là, il n'y a rien et là, il n'y a rien. Pourquoi tu veux le faire ? Ah ben, un jour, j'aurai mon restaurant. Ou alors, un jour, je serai un chef connu. Ou alors, j'aurai ma propre boulangerie. » Et on voit les yeux s'ouvrir et on voit ces yeux qui regardent la ligne d'horizon. C'est ça le projet, la définition du projet. Et c'est ce qui anime aujourd'hui nos écoles pour ramener des personnes dans l'esprit d'un projet. C'est ce qui vous a sauvé, vous, parce que vous auriez pu mal tourner. Hein, bien sûr. Il y a quelques-uns de vos camarades du même âge qui, eux, sont plus en vie aujourd'hui. Bien sûr. Vous étiez un Bakharov, un Caïd. On était, très rapidement, c'est des quartiers où il fallait savoir en découdre, c'est des quartiers où il y a une fragilité entre l'ordre et le désordre. C'est une frontière de papier. Et vous pouvez très, très, très bien tomber dans le désordre et ne pas pouvoir vous redresser si quelqu'un, à un moment donné, ne vous propose pas un projet. Moi, je remercierai jamais assez le club de judo de Champigny-sur-Marne, qui un jour m'a dit mais non, mais ça sert à rien de se bagarrer comme ça. Si tu veux te bagarrer, on découdre, il y a des règles, on va mettre des règles. Et ça a été le tatami tout de suite. Et puis là, je comprends la règle des 3 M, finalement, mimétisme, mémoire, maîtrise. On essaye de copier le professeur, de s'approprier ses gestes et puis de les retranscrire. Donc je me suis trouvé ça intéressant et ça a donné mon premier modèle pour aller, quand je suis arrivé chez les compagnons, de me dire, ah bah tiens, je vais observer le chef pâtissier, comment il fait, je vais essayer de lui ressembler, je vais essayer d'être aussi fort que lui et voire d'être plus fort que lui un jour, etc. etc. C'est ce rôle modèle dont vous avez besoin pour ne pas tomber dans la déshérence et dans ce manque de projet qui nuit vraiment au genre humain. Vous portez beaucoup de projets, on va en discuter dans une autre partie de l'émission, parce que là, on arrive à la fin de cette première partie. Donc le principe, Thierry Marx, c'est que je vous laisse tout seul, mais on n'est pas très loin, vous inquiétez pas, vous n'avez pas l'air d'être un homme qui s'inquiète facilement. 30 minutes, on va vous proposer des mots sur lesquels vous allez réagir de façon extrêmement libre. D'accord. Ça vous convient ? Oui, très bien. À tout de suite. Très, très bien. Tout va bien, Thierry Marx ? Oui, très bien. Voilà, le principe de cette deuxième partie, je vous le disais, on vous propose des mots, à charge pour vous de réagir à ces mots. Le premier mot, c'est échec. Échec, pour moi, n'existe pas. L'échec, c'est quelque chose sur lequel on doit rebondir et surtout en faire l'analyse. Et dans l'analyse de l'échec, on retrouve des opportunités. Donc échec et opportunité, pour moi, c'est le même mot. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des opportunités. Exactement, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des opportunités. Et dans une erreur, eh bien, on arrive à trouver une opportunité d'amélioration. Cette conviction que vous avez, elle vient d'où ? Je pense qu'elle vient de mon cadre familial de départ, de mon grand-père probablement, qui disait toujours que rien n'est irréversible. Sauf la mort, et à la mort, après, on pense ce qu'on veut. Mais tant que tu es sur cette terre, rien n'est irréversible, si ce n'est que la mort. Donc, tant que c'est cette bonne vieille phrase de Sitting Bull, si tu avances et que tu as des douleurs, eh bien, c'est que tu es vivant. Alors, si tu es vivant, continue. Et c'est cette dynamique-là qui m'anime encore aujourd'hui. Vous avez connu vous-même l'échec dans votre carrière. Votre premier restaurant, qui était un restaurant étoilé au guide Michelin, a connu un échec commercial. Et vous dites dans les interviews que vous donnez que du coup, vous êtes posé, vous êtes dit, ce que je ne sais pas faire, il faut que je l'apprenne, et notamment en question de management. C'est complètement ça, c'est-à-dire que le premier échec, qui n'en était pas un, quand on en fait l'analyse, eh bien, il y avait quand même eu une récompense au guide Michelin, une récompense dans un guide qui s'appelait le guide Goemio, et en même temps, économiquement, j'ai pas tenu le coup. Donc j'étais frustré, furieux, dans la colère, et en même temps, quelqu'un m'a pris à part en me disant « mais regarde un peu ce qui va et ce qui ne va pas ». Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? La gestion et le management de tes équipes. Eh bien, travaille là-dessus. Et effectivement, en travaillant sur mes points faibles, en renforçant ces points faibles et en faisant des points forts, eh bien, finalement, le succès est arrivé dans l'entreprise suivante. Mais le management humain a été, pour moi, un facteur déclenchant extrêmement fort.
Vous avez beaucoup voyagé, Thierry Marx. Vous avez été un peu par le monde, non seulement lors de votre service militaire, quand vous êtes engagé notamment au Liban, mais aussi en Asie. Qu'est-ce que les Asiatiques, les Japonais notamment, vous ont appris en matière d'échecs ? D'abord, j'ai beaucoup appris du Japon. L'homogénéité de ce peuple m'a toujours fasciné, mais cette notion de ne pas laisser de place au hasard, ou le minimum, eh bien, m'a appris beaucoup dans la rigueur. Vraiment, s'il y a bien un pays où j'ai appris la rigueur, c'est avec le Japon. La maîtrise du geste, le geste précis, le geste utile, la maîtrise du feu, de la cuisson, la maîtrise du temps, la saisonnalité, toute cette maîtrise qu'il fallait mettre en place pour arriver à être un ouvrier, je dirais, de qualité, un ouvrier d'élite. Et ça, je le dois vraiment au Japon, d'avoir été ce modèle pour moi à un moment donné. Alors, je n'ai pas idéalisé le Japon, il y a des choses qui ne me conviennent pas des fois au Japon, mais sur cette partie métier, sur la partie rigueur, j'admire beaucoup le Japon, qui sait avoir je dirais, une volonté d'être artisan avec une rigueur industrielle et de rester artisan avec une rigueur industrielle. Et ça, dans mon métier, ça compte beaucoup et c'est une efficacité redoutable. Les Occidentaux, aujourd'hui, ont le sens de l'échec. Les Français en particulier, l'échec, ça reste encore quelque chose, une tâche. Non, c'est pas le... Oui, l'échec est une tâche en France, mais je pense qu'on a collectivement tous à travailler sur l'échec. Et surtout, de chercher des solutions, pas des coupables. Ce qui me gêne beaucoup souvent en France, c'est qu'on a envie de chercher des boucs émissaires. C'est pas moi, c'est l'autre. C'est pas moi, c'est l'État. C'est pas moi, c'est le système. C'est pas moi, c'est le quartier. Et dans ce c'est pas moi, ça me gêne un peu. Je pense que très tôt dans la vie, et je pense à ma maman en disant cela, on doit apprendre à se regarder en face et de se dire, c'est moi qui n'ai pas réussi ça, je vais en faire l'analyse causale, je vais avoir le courage de le regarder et je vais continuer, je vais m'améliorer. Et ce qui nous permet de retrouver une verticalité. Et c'est important pour un homme et une femme de rester vertical, de ne pas s'allonger pour rien. Les boxeurs ne s'allongent pas pour rien. Et de garder quand même cette verticalité et d'apprendre à construire une horizontalité, comme un angle droit, solitaire et solidaire. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, d'essayer de travailler avec les personnes dans nos écoles, de dire non, apprends aussi à être solitaire, à être vertical, et de choisir et d'accepter la rectitude de certaines choses que tu dois mettre en place pour t'améliorer, avant de chercher le bouc émissaire ou une responsabilité chez les autres. Vous évoquiez votre maman, c'est elle qui vous a appris ça, elle vous a dit quoi ? Ah, ma maman, elle était comme ça. Je l'ai perdue cette année, hélas. Mais même quand je l'ai vue avant son dernier sommeil, elle a été capable d'évoquer ça. Voilà, c'est ça. C'est la porte de... Voilà, c'est fini, j'arrête. C'est maintenant et c'est comme ça, c'est la vie. Et une espèce de rectitude comme ça, des choix assumés, et elle m'a appris à assumer mon échec scolaire. Elle me dit, tu restes pas au collège, alors il faut que tu choisisses un métier, c'est comme ça, j'ai pas les moyens de te garder à la maison à ne rien faire, etc., etc. Nous mettre toujours en face de nos responsabilités pour continuer à avancer, et nous apprendre cette verticalité absolument nécessaire. Et je crois que la grande leçon que m'a donnée ma maman, c'est à sa dernière heure, ça a été celle-là. Il faut être vertical, il faut être debout pour pouvoir avancer. Oui, vertical, debout pour avancer, c'est cette notion de verticalité et de projet et de rectitude de ses choix, et en même temps d'être capable aussi d'être solidaire, d'avoir un peu plus d'horizontalité et de se dire solitaire et solidaire. Mais à un moment donné, il faut accepter les choses comme elles sont et ne pas chercher ailleurs des responsabilités qui ne sont pas ailleurs, qui sont dans vos propres décisions. Voilà, c'est une parfaite transition avec le deuxième mot, qui est fragilité. Fragilité. La fragilité, oui, c'est quelque chose qui nous appartient à tous. On a tous nos fragilités, et c'est ce qui nous rend par moments attractifs aussi.
Donc de ne pas être toujours un bloc qui ne ressentirait aucune émotion. Et la fragilité des émotions, elle est intéressante et elle donne aussi du relief. Donc la fragilité fait partie de cet être humain. Alors même si on a des fragilités qu'on essaie de cacher, finalement plus on essaye de les cacher et par des formes de cosmétiques, eh bien nos fragilités par moment nous rend attractifs, je pense. Vous vous occupez, par le biais de vos écoles, des gens qui ont été laissés au bord de la route. On en a parlé en première partie de l'émission. Ces gens qui ont été fragilisés par la vie, pourquoi ce souci que vous avez d'eux ? Parce que je trouve que c'est pas juste. J'écoutais l'homélie du Jean-Marie Petitclerc dimanche, et dans le plus grand des hasards, qui parlait d'égalité et d'équité. Et je trouve qu'on est différents et inégaux face à la vie et qu'on a tendance à se ranger vers l'égalité en disant la loi est de faire de l'égalité. Et de l'égalité, finalement, c'est de l'égalité injuste. Donc je crois plus en l'équité. Et je pense que d'aider l'autre, d'aider les autres à retrouver un épanouissement social, de faire en sorte que le chemin de la vie soit quelque chose d'enrichissant et d'agréable à vivre et d'agréable à partager, fait partie du sens de ma vie en tout cas. Et aujourd'hui, ça me procure beaucoup de bonheur, vous voyez, c'est quand même très personnel, de pouvoir aider des personnes éloignées de l'emploi, par moments très éloignées de l'emploi, de retrouver le chemin de l'épanouissement et de redevenir des hommes libres. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime chaque matin, vraiment chaque matin, parce que ça me procure un immense bonheur. Quand on vous regarde, Thierry Marx, vous ne donnez pas l'image d'un homme fragile. Vous êtes campé, on sait que vous êtes un adepte des arts martiaux, vous donnez l'image d'un homme solide. Est-ce que vous avez, vous aussi, vos propres fragilités ? Bien sûr que j'ai mes propres fragilités, et si je pratique différentes disciplines sportives, c'est justement des fois pour mettre un peu de cosmétique sur ces fragilités et de les dissimuler un peu plus, mais je pense que il faut savoir mettre du temps entre ses émotions et ses actions. Et si je travaille autant sur l'approche discipline martiale, c'est aussi pour essayer de mettre du temps entre mes émotions et mes actions. Parce que, comme tout à chacun, j'ai mes propres émotions, mes propres fragilités. Donc, l'aspect solide, qui ne m'a pas toujours servi d'ailleurs, le fait de ressembler à une espèce de roc comme ça, eh bien, on disait, bon, on peut tout lui faire. Mais non, on ne peut pas tout me faire. J'ai quelques fragilités et ce qui me rend des fois avoir envie encore plus de mettre cette carapace. Mais bon, oui, non, ça me gêne beaucoup de parler de mes fragilités. D'ailleurs, vous voyez bien que ce mot me déstabilise un peu. En même temps, connaître ces fragilités, c'est aussi une force. Ça permet de les... Alors, vous parlez de cosmétique, mais on peut parler de maîtrise, d'acceptation d'abord. Accepter ces fragilités, c'est la première étape. Accepter ses fragilités, c'est la première étape. C'est-à-dire que voir là où il faut renforcer quelque chose, où il faut accepter cette fragilité parce qu'elle nous permet d'avoir une émotion qui va nous servir dans la créativité. Ça aussi, c'est intéressant. La fragilité, bien souvent, ou la sensibilité nous permet d'avoir une approche ou de dégager sur une approche très créative. Donc, moi, j'ai besoin de mes fragilités, des fois, pour créer en cuisine ou pour créer dans l'univers de la pâtisserie. Et vous avez en même temps besoin de cette maîtrise qui fait que vous êtes le chef de votre cuisine et que vous êtes ce roc auquel tout se réfère. Oui, le chef est là pour fixer un cap partagé par les autres, mais à un moment donné, il faut tenir le cap. Et cette verticalité du chef, elle est absolument nécessaire. Encore une fois, je
je replace mon propos, la verticalité du chef, mais aussi la solidarité du chef, solitaire et solidaire. Je reviens là-dessus parce qu'il n'y a pas de possibilité d'emmener une entreprise, des collaborateurs dans une aventure si vous n'êtes pas solide au cap et en même temps solidaire avec eux, parce que il faut être solidaire avec les autres. On ne réussit pas tout seul, on va plus vite tout seul, mais on va moins loin. Vous évoquiez tout à l'heure le confinement et cette société qui marche parfois par-dessus tête, qui n'a pas de but, de sens, qui ne fonctionne pas. Une société solidaire, pour vous, c'est une société qui va dans le mur ? Qui n'est pas solidaire, pardon. Une société qui n'est pas solidaire, elle va forcément dans le mur. Elle crée tellement d'inégalités que ça devient complètement fou. Et ce confinement nous a permis de voir un train de l'économie à l'arrêt, de s'apercevoir que pour certains, il y avait 3 voitures dans le garage, des costumes à ne plus savoir qu'en faire et qu'on ne quittait pas ces charentaises et que les voitures, on ne pouvait pas s'en servir. Et beaucoup de gens, à ce moment-là, se sont dit peut-être qu'il est temps de redonner du sens à notre consommation, du sens à notre croissance, une croissance en conscience. On a tellement voulu consommer qu'on s'est consumé. Et une des réponses de la Covid, c'est ça, c'est cette phrase de Gilles Boeuf dans sa tribune quand il dit « on est prétentieux, on est imprévoyant et cupide ». Eh bien, résultat, c'est ce que nous vivons actuellement. On détruit des écosystèmes partout sur la planète en pensant que ça ne dérangerait pas notre consommation. On vient de s'apercevoir de ça. Moi, j'ai une petite phrase que les esclaves disaient aux généraux romains quand ils rentraient dans Rome pour se faire acclamer. « Memento mori », souviens-toi que tu es mortel. Et je pense que brutalement, pendant ce confinement, on s'est rendu compte qu'on était mortel et qu'il fallait absolument redonner du sens à nos vies, à nos consommations et de repartir sur des croissances en conscience. Je ne crois pas à la décroissance, mais je crois à la croissance en conscience, sans laisser personne sur le bord du chemin, parce que c'est détestable et en même temps ça fait une société explosive et morcelée. Je vous propose un 3e mot, Thierry Marx, qui est un mot dont vous faites partie, qui appartient à votre monde aussi, c'est l'art. L'art, c'est toujours très difficile de parler de l'art. Là aussi, il faut laisser cette capacité d'observer. Moi, l'art, j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose d'unique qui crée de l'émotion. Et qui fixe quelque chose en vous, que ce soit une image, que ce soit un film, que ce soit un tableau, que ce soit un plat. Et quand je ramène ça à mon métier, dans un plat, je me dis, mais la force d'un plat artistique, c'est finalement donner de la mémoire à de l'éphémère. C'est très compliqué. Donc je suis très sensible à l'art, pas à tous les arts, mais que ce soit la sculpture, la peinture, la littérature, le cinéma, je considère que c'est des choses qui vous donnent beaucoup d'émotions, donc beaucoup de plaisir et de bien-être. Donc l'art pour moi est quelque chose d'extrêmement fort dans ma vie. Et en même temps, je parlais avec le maire de Clichy-sous-Bois il y a quelques semaines, et avec le maire de Clichy-sous-Bois, on disait, dans sa commune, il avait 3 grands moteurs d'intégration et d'inclusion qui étaient l'artisanat, l'art et le sport. Vous voyez que c'est étonnant de voir de jeunes enfants s'être désintéressés de la scolarité et puis se passionner pour des métiers de l'image et puis de nouveau aller rechercher une scolarité parce qu'ils se sont intéressés à l'art et qu'ils veulent faire partie d'un mouvement artistique. Donc je trouve que l'art a une forte présence dans nos sociétés pour aider l'autre aussi à s'épanouir. On revient à cette phrase que vous avez eue tout à l'heure, « Moi j'ai appris en faisant ». Oui, le faire pour apprendre, j'ai appris en faisant. Faire pour apprendre, pour moi, c'est une méthode extraordinaire. Les bâtisseurs de cathédrales connaissaient très bien cela. Et
on disait c'est la force du monde ouvrier, cette liberté d'être finalement un ouvrier d'élite et finalement de trouver cette liberté et son indépendance. Et c'est ce que j'aime dans l'art et l'artisanat, parce que je trouve que la frontière est extrêmement poreuse entre l'art et l'artisanat. C'est la même. C'est la même, c'est-à-dire qu'il faut faire pour apprendre. Vous ne sculptez pas sans avoir touché, patiné, travaillé un bloc de glaise. Vous ne cuisinez pas sans avoir appris à respecter d'où venait le produit et de comprendre d'où il venait pour le transformer en pâtisserie. C'est la même chose. C'est le visuel qui va donner envie, de déguster un plat. Et quand vous regardez une œuvre, une peinture, ou même ne serait-ce qu'un monument, vous dites « Waouh !» Quelle émotion dégage ce bâtiment ou dégage cette toile. C'est toute cette force et c'est toute cette sensibilité à l'art qui fait que vous restez un être humain. La cuisine, c'est non seulement un art, mais c'est aussi une science. Vous avez poussé ça jusqu'à faire des recherches au pôle de recherche à Paris Sud. La science moléculaire, la cuisine moléculaire, pour vous, c'est aussi une passion ? C'est une passion parce que je trouvais pas juste que le monde de l'artisanat soit éloigné du monde universitaire et que le monde universitaire soit éloigné du monde de l'artisanat. Et puis quand on a travaillé en 2004 avec Raphaël Aumont, à l'époque on était avec l'université de Berkeley, et on travaillait sur des recherches comme ça. Et puis à un moment donné, on s'est dit mais la cuisine moléculaire, c'est pas un style de cuisine, c'est un outil de compréhension. Et on a créé ce Centre français d'innovation culinaire qui est devenu une chaire universitaire à Paris-Saclay. Et aujourd'hui, on travaille pour quelle gastronomie pour 2050, voire 2070, et comment on va pouvoir, en rassemblant des cerveaux, en créant un véritable collectif de réflexion, on va pouvoir avancer vers une alimentation plus durable. Et c'est intéressant parce que nous en parlions ce matin à l'université, et Raphaël me disait, on a beaucoup parlé de masques, de vaccins et très peu d'alimentation. Or que la base de notre santé repose sur notre alimentation. Et c'est vrai que cet ensemble de personnalités qui travaillent au CEFIC nous permettent de regarder la qualité des sols, la qualité de ce que va produire ces sols pour nourrir et mieux traiter les animaux qu'on devra peut-être consommer pour que cette alimentation nous restaure, pas qu'elle nous abîme, mais qu'elle nous restaure pour qu'on aille mieux, pour rester dans cet axe du plaisir, bien-être, santé. Mais la science est un outil incroyable, elle évite de tomber des fois dans certaines erreurs et d'en dénoncer d'autres. C'est-à-dire que quand on regarde avec Raphaël un certain nombre de produits qui sont utilisés dans l'agroalimentaire, qui sont véritablement toxiques pour nos santé. Et si on peut être une solution pour améliorer l'alimentation des plus modestes, comme de tout le monde d'ailleurs, ce CEFIC a tout son sens. Et puis de réfléchir à l'impact social que peut avoir une alimentation et l'impact environnemental que peut avoir une alimentation. C'est tout ça le travail du CEFIC. Donc la science, je vais reprendre la vieille formule d'Auguste Escoffier qui disait « La cuisine, sans cesser d'être un art, devra soumettre ses formules trop souvent empiriques à la science ». Il a écrit ça en 1903. Vous voyez que ça nous inspire beaucoup d'humilité. C'est un visionnaire. Vous ne concevez pas la cuisine sans cette dimension intégrale. Nous sommes au centre d'un monde en interaction permanente. Bien sûr, on est vraiment dans un monde qui bouge en permanence, qu'il faut savoir rapidement analyser. Aujourd'hui, on a digitalisé, on a accéléré ce monde en mettant ce monde en réseau. La mise en relation des ordinateurs, c'est 1997 en gros, et on voit bien que ce monde part dans une hyper-digitalisation. Donc à un moment donné, il faut revenir aux fondamentaux, comprendre les fondamentaux pour bâtir une société plus juste, plus efficace et moins dans un esprit de surconsommation, qu'elle soit alimentaire ou d'image. Mais il faut vraiment reprendre du temps de comprendre les mécanismes, voire même par moments d'intellectualiser la cuisine, pour revenir, comme je l'ai évoqué, à l'idée de ce qu'est de se restaurer. Et ça, moi aujourd'hui, je ne veux plus m'adresser des fois à des consommateurs, mais plutôt à des mangeurs.
pas comment tu manges, pourquoi tu manges. Tu manges pour te restaurer, tu manges pour te faire du bien, dans un axe plaisir, bien-être, santé. Et c'est ça qui est aujourd'hui passionnant dans le métier que je fais. Je vous propose le dernier mot, Thierry Marx, un mot qui s'élève un peu, puisque c'est transcendance. Transcendance, c'est quelque chose qu'on appelle de ses voeux. Est-ce que je vais être capable de me transcender sur une mission, sur quelque chose qui me paraît essentiel? La transcendance est absolument nécessaire. Et je dirais qu'elle est en opposition de la zone de confort. C'est terrifiant, cette zone de confort, de ne pas projeter quelque chose pour avoir un projet et de se transcender pour réaliser son projet. Je trouve ça parfaitement respectable, mais pour moi, la transcendance est absolument nécessaire pour faire opposition à cette zone de confort que je ne souhaite pas. Il y a aussi une autre chose dans cette notion de transcendance que nous n'avons pas encore évoquée, c'est ce lien avec cette verticalité, mais jusqu'au ciel, jusqu'à ce qui nous dépasse. Vous avez été initié au bouddhisme, vous êtes un adepte de la méditation. Qu'est-ce que cette dimension spirituelle vous apporte? Elle a été essentielle dans ma vie, encore aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé beaucoup de sagesse dans les lieux de culte, et notamment dans l'église de la rue Pelleport, où j'allais me reposer de temps en temps. Et il y avait du silence, ce silence que je cherchais à tout prix. Donc, dans les retraites, dans les différents lieux de prière dans lesquels j'ai pu aller, je me suis toujours senti extrêmement bien. La méditation est venue après, mais la prière est une forme de méditation, qu'on le voit. Et puis, l'élévation que cela vous apporte, encore une fois, de mettre du temps entre vos émotions et vos actions, cette transcendance vers le haut, pour moi, elle est absolument nécessaire. Ma maman était restée très proche de sa paroisse, et jusqu'à ses derniers instants, je pense qu'elle n'a pas craint ce passage, parce que justement, elle avait cette capacité à voir au-delà de ça simplement de terrestre. Donc je pense que c'est quelque chose d'enrichissant pour l'être humain de savoir se transcender, s'élever, et le lieu de prière est parfaitement fait pour ça. Est-ce que vous pensez en être capable, vous-même vous parliez de votre maman, mais vous, est-ce que vous savez, vous saurez, ou vous essayez de transcender? Oui, bien sûr, c'est une des interrogations que j'ai très régulièrement, même très très souvent, et vous savez, j'aime bien cette phrase qui dit « Ore majorem », aussi bien que nos aînés. Nos aînés nous ont montré la voie très souvent. Et je pense que dans cette transcendance, il y a cette notion de voie, et de voie de la spiritualité. Et je dirais, moi j'ai été inspiré par différents évangiles, et notamment l'évangile selon saint Matthieu, mais je dirais l'évangile selon saint Matthieu jusqu'au mont Koyasan. Et d'avoir découvert dans les évangiles quelques pistes de réflexion, et dans le mont Koyasan et l'habitation bouddhiste, d'autres pistes de réflexion. Aujourd'hui, je cherche à faire l'unité de tout ça. Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'évangile de saint Matthieu en particulier ? Beaucoup de choses, mais notamment la parabole des talents, énormément de choses qui me ramènent à ce que je crois juste. Qu'as-tu fait de ton talent? C'est la grande interrogation. Je l'évoquais tout à l'heure, j'ai écouté Jean-Marie Petitclerc il n'y a pas très longtemps sur l'équité. Il parlait notamment de l'évangile selon saint Matthieu, et c'était assez intéressant et enrichissant surtout, quand vous avez ces mots qui finissent par résonner en vous, pour chercher aussi à vous élever. Donc, je dirais de l'évangile que je lisais, ou de la Bible que j'ai pu lire quand j'étais dans ces lieux de culte où je lisais la Bible, et ensuite, quand j'arrive au mont Koyasan, où là, on est dans la prière bouddhiste, voire shintoïste, où il y a une relation, effectivement, à la nature qui est un petit peu différente, c'est qu'à quel moment, à 61 ans, vous faites le lien entre tout ça, pour chercher la transcendance et l'élévation. Et comment faites-vous le lien ? Je m'y essaye, la méditation, le silence, les retraites, la réflexion sur tout ça m'est absolument nécessaire. Mais faire le lien, faire la liaison et trouver l'unité, il me reste encore un chemin à parcourir. Vous parlez tout à l'heure de talent. Il n'y a
de sens à recevoir ce talent, ce don, cette capacité supplémentaire que si elle est redistribuée, si elle est au service des autres? Oui, je crois vraiment à ça. D'abord, le talent, quelque chose de très ambigu, parce que si on parle de talent, alors il faut beaucoup travailler pour révéler ce talent qui est en général une pierre assez brute qu'il va falloir façonner pour en faire quelque chose d'attractif. Puis après, quand le talent est révélé, je dirais que s'il est monnayé, il ne faut pas qu'il soit monnayé pour vous. Il est monnayé pour les autres. Et je pense que la réussite de n'importe quelle création modeste dans le monde de l'entreprise doit être faite pour les autres, jamais pour vous-même. Si vous rêvez que votre talent fasse de vous quelqu'un de connu, de célèbre, vous allez vous tromper, vous allez vous planter, comme on dit. Si vous voulez que votre talent ne fasse de vous qu'un homme riche et puissant, vous allez vous tromper et probablement vous planter aussi. Mais si vous le faites au service des autres, là, ça fera de vous quelqu'un de grand et quelqu'un d'efficace dans l'envie de partager et même de partager sa réussite. Et je pense que c'est cela qui est enthousiasmant, pas autre chose. L'absolue nécessité d'avoir 12 paires de chaussures ne me vient même pas à l'idée. Merci Thierry Marx. On Merci. arrive à la fin de cette deuxième partie. Ne bougez pas, je vous rejoins. Tout va bien, Thierry Marx? Oui, très bien. On arrive à la troisième partie de cette émission. J'aimerais qu'on revienne sur quelques notions que vous avez évoquées, qui me semblent importantes et qu'on pourrait un petit peu développer. On parlait tout à l'heure de la méditation. Alors vous disiez, la méditation, c'est pas ça peut être une forme de prière. Il y a beaucoup de... Qu'est-ce que la méditation pour vous ? Pour échapper un peu à cette mode. La méditation, pour moi, c'est de mettre du temps entre ses émotions et ses actions, comme l'art martial. Finalement, c'est de prendre conscience de qui on est. D'abord, simplement par la respiration. Vous voyez, chercher son rythme comme ça de respiration. Prendre conscience qu'on est unique, finalement. Voire formidable. De s'apporter à soi-même beaucoup de bien-être. Et moi, quand j'apprenais la méditation, souvent j'apprenais à compter en même temps. Je comptais mes temps de respiration, je m'apaisais, je maîtrisais mon rythme cardiaque. Donc je sentais les bienfaits de cette méditation. Mais bien avant que je découvre la méditation et qu'on fasse de la méditation un phénomène de posture et de mode, c'est pas une mode, c'est quelque chose qui doit être durable. C'est pas, je dis, regardez comme je suis quelqu'un de bien parce que je fais de la méditation. Quand je ne méditais pas, et c'est pour ça que je vous ai parlé de l'évangile jusqu'au mont Koyasan, parce que quand je découvrais l'évangile et que vous récitez une prière et que vous prenez le temps de la réciter correctement, vous faites cet effort de respiration. C'est la notion du rosaire, par exemple, on égrène. Exactement. Et vous avez la même chose en méditation. Et c'est pour ça que j'ai écrit un petit texte dans Futur Livre sur l'évangile selon saint Matthieu au mont Koyasan. Parce que dans ces lectures des évangiles, je prenais le temps de savoir qui j'étais et puis de lire des choses qui me permettait de compter un petit peu mon rythme respiratoire et puis d'engranger plus facilement des choses. Mais comment est-ce que vous lisez l'Évangile et comment vous servez-vous de ces phrases d'Évangile pour vous recentrer, savoir qui vous êtes ? Alors c'était il y a très longtemps, je vais avoir un peu plus de 20 ans et j'allais dans une petite église, j'ai beaucoup fréquenté l'église de la rue Pelleport et il y avait les évangiles qui étaient posés là. Et je lisais comme ça au fur et à mesure des choses que je comprenais et d'autres que je ne comprenais pas. Mais le fait de lire et finalement de me réciter quelque chose, j'apprenais beaucoup. Vous y raisonnez dans votre tête la phrase que vous veniez de lire, vous la digériez dans une forme de digestion intellectuelle. J'avais ce côté, vous savez quand vous diffusez avec un sachet de thé. J'adore parce que le sachet de thé, vous le retirez quand c'est amer, et ce n'était jamais amer. Donc voilà, je le faisais quelques minutes. La méditation, c'est ça. C'est un peu cette théorie du sachet de thé. On diffuse, jusqu'à temps que la posture soit agréable, et puis là, on arrête et on repart à ses activités. Et dans la prière, il y avait ça, et c'est pour ça que j'ai écrit sur ce cheminement de l'évangile jusqu'au mont Koyasan. Et je trouvais ça intéressant de dire, tiens, mais c'est drôle, j'avais l'impression d'avoir déjà vécu le mont Koyasan. Quand je rentre dans ce temple de lumière,
où il n'y a que des bougies, où le moine qui est là me dit mais non, mettez de l'encens sur votre cou parce que vous avez sûrement mis un parfum, ça va déranger cet univers, cet écosystème. Vous voyez, j'ai retrouvé cette sensation de bien-être que j'avais quand j'étais plus jeune, en rentrant dans l'église Pelleport ou dans certaines églises de campagne, où il y avait cette sérénité, ce silence qui était là et qui abritait une forme de méditation finalement. C'est toujours étonnant de savoir, de vous écouter parler de méditation, de calme, de sérénité et de tempérance dans l'action quand on sait que vous êtes dans un univers, vous travaillez dans un univers où le coup de feu, c'est l'expression de cuisine, est permanent. C'est qu'on peut rester, on doit rester calme dans l'urgence et ce travail de méditation, d'introspection, de recentrage, vous êtes tous les jours dans votre métier ? Oui, j'essaye de le transmettre à mes jeunes collaborateurs en leur expliquant que s'agiter, c'est pas agir. C'est de se poser à un moment donné. Et moi, mon métier, il est de mettre des compétences techniques en réalité opérationnelle dans l'instant. C'est-à-dire que les clients qui vont venir chercher une expérience dans mon établissement veulent cette expérience. Et notre mission, elle est de mettre des compétences techniques en réalité opérationnelle pour que ce client vive cette expérience. Donc c'est les uns avec les autres et pas les uns contre les autres qu'on va pouvoir réussir. Donc à un moment donné, on doit être un petit peu celui qui va tempérer un petit peu les actions ou les ardeurs pour qu'on puisse trouver de l'harmonie dans le travail à délivrer. J'aime beaucoup cuisiner ce mot harmonie quand on connaît l'atmosphère d'une cuisine d'un grand restaurant qui est à la fois, on sent la tension, mais en même temps l'efficacité. Oui. Mais il peut y avoir de l'harmonie dans cette atmosphère-là. Oui, parce qu'on est quelques-uns à avoir beaucoup travaillé là-dessus. Moi, je me souviens d'avoir observé Michel Brasse dans ses cuisines, qui avait cette sérénité, y compris le silence que nous avions chez Joël Robuchon, qui était presque un silence qui s'imposait, qu'il n'imposait pas, mais qui s'imposait. Donc on trouvait cette sérénité pour aller vers l'excellence. Et puis après, on a beaucoup montré que le chef fort en gueule, comme on dit, que le chef qui parlait fort et qui terrorisait un peu tout le monde était la référence. Mais c'est une référence de cinéma aujourd'hui, ça ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas mettre des gens en harmonie. Avant, les gens subissaient ce métier, ils le faisaient par défaut pour certains. Et il y avait une brutalité même dans ces comportements de management. Aujourd'hui, c'est plus possible. Mais on peut encore améliorer le management de nos entreprises. Ça, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui avec ces jeunes gens qui arrivent. Leur transmettre cette capacité à être des managers sans mettre de pression excessive sur les collaborateurs. Juste la pression qu'il faut pour diffuser l'excellence. C'est ça qui m'intéresse. Comment on ne met pas de pression excessive sur une entreprise, sur une équipe, sur un pays, pour qu'on puisse délivrer le meilleur de chacun. C'est ça qui... Aujourd'hui, moi j'avais un professeur, José Gutmann, qui m'expliquait ça avec une bouilloire. Il prenait une bouilloire, il la remplissait d'eau, il bouchait tous les trous et il branchait. Il disait voilà, ça explose quand ? Il demandait ça à tous les élèves. Personne ne savait. Il disait personne ne sait, ni vous, ni moi, ça va exploser. Vous savez ni quand, ni comment, et avec quels dégâts collatéraux. Et il avait raison. Et il nous expliquait, toute l'année de son cours était basée, pas de pression excessive sur les collaborateurs. Et il nous apprenait un certain nombre de méthodes pour qu'on puisse respecter ça toute l'année, pour être des managers responsables et efficaces surtout. Quand je vous écoute, Thierry Marx, j'ai la notion de bien commun qui m'apparaît en tête. Je ne sais pas si c'est une notion qui vous est familière. C'est donner à chacun l'opportunité, la possibilité d'arriver au meilleur de soi-même dans un cadre communautaire. C'est quelque chose qui résonne en vous. C'est l'équilibre des écosystèmes. C'est-à-dire que tout le monde a sa part. Tout le monde a droit à son bonheur, à son épanouissement. Peu importe l'épanouissement que souhaite votre voisin de palier, mais ça doit être positif, tout ça. Et je reviens avec beaucoup d'humilité sur le travail qu'on avait fait sur la détention, en comparant les lieux de détention, de privation de liberté en France, et puis en Italie, en Belgique, et en Norvège, au Danemark. Puis un jour j'étais en Finlande, comme je vous l'ai dit, on faisait tout un périple, et comme ça un soir je m'interrogeais avec le chef de détention de cet établissement, et
je me demande à quoi ça sert tout ce qu'on fait, est-ce que ça a une utilité? Il me dit oui, ça a une vraie utilité, il faut faire les meilleurs voisins possibles. Et je reviens à cela parce que c'est tellement important. Vous savez, votre voisin, il peut avoir envie d'une jolie maison avec un épagnol breton. C'est légitime et il va travailler positivement pour ça. Et c'est cette harmonie de société, moi, qui me plaît aujourd'hui dans une France qui est extrêmement morcelée, divisée par moments, ou de retrouver cette sensation du projet. Et je trouve que dans les années 90, il y a eu cette fracture de gens qui n'arrivaient plus à franchir cette barrière de cette fameuse classe moyenne qui permettait d'envisager l'avenir de ses enfants, d'avoir un logement plus intéressant. Et là, le crédit s'est effondré, ces gens sont restés là avec beaucoup de douleur, beaucoup de frustration. Et je pense qu'aujourd'hui, si on a une société aussi morcelée, c'est à cause de cela. Donc je pense qu'il faut retravailler sur l'idée du bien commun, du projet individuel, cette verticalité, mais en même temps de cette équité pour aider les gens à travailler sur l'escalier social, pas l'ascenseur social. Ça, c'est un discours politique. L'escalier social, quand une personne a besoin d'un petit réhausseur, et je vous dis, c'était l'homélie, vous l'avez bien en tête. J'adore Jean-Marie Petitclerc. Moi, c'est un Salésien que j'adore parce que j'étais au patronage des Salésiens quand j'étais gamin, et un jour il m'en a parlé. Il travaillait sur la dalle d'Argenteuil, on travaillait dans des choses en commun, et je lui ai remis un prix un jour, et je l'écoutais complètement par hasard dimanche sur l'équité de notre société. Comment je fabrique un escalier social pour que quelqu'un qui n'arrive pas à avoir cette ligne d'horizon du projet, on puisse juste mettre le réhausseur qu'il faut au bon moment, pas de porter l'autre, mais d'aider l'autre à s'épanouir. Et je pense que la société serait bien meilleure comme ça. Merci Thierry Marx. Merci à vous. Merci pour cette leçon de vie, et merci aussi pour cette opportunité que vous donnez à beaucoup d'avoir des projets. Oui. On comprend l'importance de ça dans notre société. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette émission sur kto-tv.com. À la semaine prochaine.